48 heures avec les nouveaux MacBook Pro, les nouveaux portables d'Apple annoncés le 18 octobre ont commencé à arriver mardi pour celles et ceux qui les avaient commandés en premier. Dans un instant, nos premières impressions, puisque 3 d'entre nous ont commencé à les découvrir. Un nouvel OS pour Mac, son petit nom Monterey, alors vraie nouvelle version majeure ou multitude de petits raffinements par rapport à ce qui était déjà Big Sur. On va vous présenter les principales nouveautés de macOS 12. Pluie de mise à jour cette semaine pour l'Apple Watch, mais aussi pour les iPhone, iPad, Apple TV et HomePod. La version 15.1 est arrivée avec SharePlay. Et puis c'était il y a 20 ans, 1000 chansons dans votre poche, celle de Steve Jobs en l'occurrence, sortant le tout premier iPod de la poche de son jean. On va fêter cet anniversaire avec Gilles Dounès, co-auteur avec Marc Geoffroy de l'excellent iPod Backstage. L'iPod, une aventure extraordinaire. iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 61. Bonjour à tous. Exceptionnellement, on enregistre ce 10e numéro de la saison 2 au moment où celui-ci devrait arriver entre vos oreilles et pas la veille comme d'habitude. Désolé pour le retard, mais on est d'autant plus heureux de vous retrouver. Nous, c'est moi, Benjamin Vincent, et la team. Salut à vous tous. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut la team, ravi d'être des vôtres, ça fait longtemps. Absolument, ça fait très plaisir de te retrouver et de t'accueillir à nouveau dans iWeek. Le MacBook Pro 16 pouces, il va bien? Il chauffe pas trop? Il chauffe pas du tout, j'y reviendrai. On va y revenir effectivement dans un instant. Ne bouge pas, Jean-Christophe, t'as plein de trucs à nous dire. Salut Gilles. Salut Benjamin, je suis ravi de retrouver le chroniqueur prodigue. Écoute, la team est presque au complet, donc c'est formidable. Bon, c'est un grand jour, parce que c'est les 20 ans de l'iPod, et tu vas nous ramener 20 ans en arrière, Gilles. Je vais essayer de revenir surtout sur la genèse, ce qui a été le plus étonnant. Absolument. Une histoire incroyable, comme je le disais dans le sommaire. Salut François. Salut Benjamin, très heureux de vous retrouver ce soir. On a une semaine bien chargée, il a fallu qu'on puisse déballer nos MacBook Pro et commencer à jouer un peu avec. Alors je suis un peu frustré parce que j'ai pas eu le temps de trop jouer avec encore ce week-end, je pense. Bon, on va revenir avec toi sur l'arrivée de macOS Monterey, sur les mises à jour aussi tout à l'heure qui ont déferlé cette semaine. Et puis salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Bon, je ne te demande pas si le lancement des MacBook Pro s'est bien passé. C'est une catastrophe. Bon, tu vas nous raconter dans un instant. Mais c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Non, il y a pire. Les AirPods 3. Bon. On va en reparler. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ces MacBook Pro en avant-première dans i5 dès lundi. Ce soir, Ellie, pas de dîner, hein. En tout cas, pas dans iWeek. Non, parce qu'on a des gros morceaux au programme, donc on va se dispenser de dîner, mais on a plein de choses à vous dire. Et puis le dîner reviendra évidemment la semaine prochaine. À propos d'i5, notre podcast quotidien sur l'actu Apple, essayez-le, c'est sans engagement et vous avez 3 jours totalement gratuits. Ensuite, ce sera 3,99€ par mois pour 5 minutes d'infos Apple par jour, 5 jours par semaine, et c'est exclusivement sur Apple Podcast. Quant à iWeek, merci infiniment d'être fidèle au rendez-vous du jeudi avant 20h, sauf exception comme aujourd'hui. Si vous appréciez notre boulot, si vous avez envie de nous aider, rejoignez la communauté de nos contributeurs sur Patreon à l'adresse patreon.com/iWeek. Vos dons sont hyper importants pour nous, pour aider iWeek à continuer et à grandir à partir d'1,50€ par épisode seulement. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous évidemment à iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur toutes les meilleures plateformes, dont Apple et Spotify. Spotify qui revendique désormais la place de numéro 1 sur les podcasts aux États-Unis. Twitter pour rester en contact avec nous entre 2 épisodes, @iWeekNews et @i5fr, et puis le hashtag à utiliser pour réagir à iWeek ou interagir avec nous entre 2 épisodes, iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. Voilà, c'est parti pour l'épisode 61. J'ai la voix un petit peu enrouée, mais on va s'en sortir.
Avant Monterey et les 20 ans de l'iPod, l'événement de la semaine, c'est bien sûr l'arrivée des premiers MacBook Pro. Élie, François et Jean-Christophe, vous allez tout nous raconter puisque ça fait 48 heures que vous les avez entre les mains. À tout de suite. Apple les avait promis pour mardi et ils ont effectivement commencé à arriver mardi. Élie, bon, toi tu es un cas à part, tu vas nous raconter tes mésaventures dans un instant. Mais d'abord vous, Jean-Christophe et François, d'abord peut-être racontez-nous quand et comment vous les avez réceptionnés vos MacBook Pro. Allez François. Moi j'en ai commandé un, j'ai eu l'occasion de le récupérer mardi en fin de journée. Alors pour être très honnête, c'est un modèle que je vais renvoyer à Apple dans 15 jours. Je l'ai juste commandé par pure gourmandise. C'est un modèle qui me faisait très très envie, mais c'est pas la priorité du moment, donc c'était juste pour les tester. En gros, c'est juste pour vous, pour pouvoir partager des sensations, parce que je savais que j'aurais pas le temps d'aller en APR, donc je me suis dit, allez, mobilisons 2000 € pendant 15 jours. De toute façon, vu ce que ça rapporte sur un livret A, concrètement, ça changera pas grand-chose, et au moins j'aurai quelque chose à raconter pendant iWeek. Super. Toi, Jean-Christophe, alors toi, t'as couru après un livreur, hein, c'est ça ? Alors, d'abord, tout comme François, donc j'espère que les iWeekers sont sensibles au sacrifice qu'on fait à mobiliser tant d'argent juste pour vous. Moi, c'était un 16 pouces, je sais pas, François, si c'était un 14 le tien ? 14. Ah bah super, on va pouvoir discuter chacun du sien. Et effectivement, puisque j'ai fait high five ce jour-là, j'ai raté l'appel de mon gentil livreur DHL qui m'a dit il va partir en poids relais. Et je l'ai rappelé et j'ai supplié, j'ai parlé d'iWeek, j'ai dit que c'était important que je l'ai pour pouvoir le tester. Et il m'a relivré quelques heures plus tard, donc merci UPS, je le dis officiellement au micro. Ça c'était super. Et toi Élie, alors tu as mis la main dessus dès lundi, hein ? Oui, mais sur des modèles de démonstration. Donc j'ai pu tester très rapidement, le temps de les mettre en route, et sur les deux, il y en a un qui a fait un peu son rebelle, et dès que Apple les a capturés dans son réseau informatique mondial, j'ai perdu la main, donc je peux les regarder, je peux vous parler de l'extérieur et d'un certain nombre de manips, mais j'ai pas pu faire des tests poussés parce que c'est Apple qui le contrôle à distance, donc ils mettent ce qu'ils veulent, et je n'ai pas le mot de passe qui me permet de modifier quoi que ce soit, de rajouter quoi que ce soit, donc c'est des produits que j'ai payés, hein, mais je n'ai pas le contrôle, donc c'est comme ça. Mais c'est intéressant. La privacy, c'est pour les autres, hein, on y revient toujours. C'est ça. Mais donc, tu les as mis en vente mardi. Est-ce que tu en avais ? Mardi, à l'heure de l'ouverture ? Non. On en avait 0. Il y a eu un dysfonctionnement énorme chez Apple, ce qui fait qu'on n'a pas reçu de produits et que nos grossistes préférés qui en avaient interdiction de nous les livrer. Donc, du coup, oui, c'est très limite en droit français. Donc, du coup, on a fait un lancement sans produit. Après, on s'est vraiment battu avec les grossistes, hein, pas avec Apple. Et donc, on a réussi à en récupérer quelques-uns, mais vraiment quelques-uns. Et là, tous les jours, là, j'ai passé cet après-midi 2 heures à discuter. Là, j'étais au niveau de l'Europe pour essayer tout simplement d'avoir des produits à vendre. C'est quand même malheureux. Hein. Voilà, on passe plus de temps à chercher des produits qu'à vendre des produits. Mais c'est comme ça. Puisqu'on y est, fait vraiment une rapide parenthèse, le problème des AirPods 3, raconte-nous. Ça, c'est encore pire. Donc, encore un dysfonctionnement dans le process d'Apple qui devait nous en livrer, puisque je vous rappelle qu'on est revendeur direct, donc en principe prioritaire, mais on n'est que 3 en France. Hein. J'ai appelé mes confrères qui, eux, en ont reçu, mais nous, on n'en a pas reçu de chez Apple. Et pareil, ils ont interdit aux grossistes de nous en livrer. Et là, c'était pire parce que les grossistes en ont reçu pas beaucoup et ils ont livré, ils avaient une liste, normalement c'est interdit en France, hein, ils avaient une liste, ils ont livré tous les gens de la liste dont nous ne faisions pas partie et du coup il n'y en a pas pendant 3 semaines. Donc je demande pardon à tous mes clients fidèles qui en ont commandé chez nous parce que tout simplement pour la première fois de notre histoire, qui est longue, on démarre un lancement de produit sans produit. Sauf miracle, hein, mais je continue à me battre. Hein. 2 heures cet après-midi, demain je continue. Donc s'il y en a quelque part dans le monde, je vais en trouver, mais c'est vraiment juste dramatique pour mes clients, hein, donc principalement, et pour notre image. Ouais. Gilles. Je voudrais pas mettre du sel dans les plaies d'Élie, mais j'ai été faire un tour pour l'émission chez
e-concept, Apple, ils en avaient au lancement pour les commandes, et puis ils pouvaient en vendre. Je l'ai regardé, j'ai touché le Graal et la lance qui saigne. Par contre, ils n'avaient pas d'AirPods 3, juste en démonstration. En fait, les AirPods 3 ne sont pas en démo. En fait, il y a un petit présentoir sur la table des iPhones où tu vois les 3 modèles, mais il n'est pas prévu nulle part que tu puisses les essayer. Tu peux les acheter quand tu en as, mais tu peux pas les essayer. Tu peux voir. Alors les jeunes disent, mais ils ressemblent à quoi? Alors ils ont fait un magnifique présentoir. Si vous avez une seconde, je peux vous montrer le précédent parce que je l'ai sous les yeux. Vous allez voir à quoi ça ressemble. On se croirait dans un musée, en fait, où j'ai chômé. C'est sous une vitre, un peu comme les premières Apple Watch, lors du lancement. C'est-à-dire que pas les temps qui courent pour des raisons d'hygiène. Oui, moi je suis plutôt content qu'on puisse pas essayer les AirPods dans un magasin. Oui. Alors voilà, ça ressemble à ça. Et donc, vous voyez, il y a des AirPods qui sont sous vitre. Hein. Donc c'est là, des vrais. je vous montre... Mais non, je pense que c'est des fakes. Donc là, vous avez des AirPods et des AirPods Pro. Donc ça, c'est ce que j'ai sous la main. Mais dans le magasin, j'ai la même chose avec 3 modèles. Donc il y a les AirPods, les AirPods on va décrire, Pro et les AirPods 3. C'est un rectangle noir, une sorte de... C'est un boîtier en plastique, magnifique, de très haute qualité. C'est une sorte de cadre, en fait. C'est du tissu tendu, très doux. Et c'est en fait posé sur une table. Et en fait, on peut regarder, il y a les prix et les caractéristiques à côté. On peut regarder à quoi ils ressemblent. Et effectivement, on voit, parce qu'ils sont côte à côte dans ceux du showroom, on voit que les AirPods 3 ressemblent un peu aux AirPods Pro. Les boîtiers sont quasiment les mêmes. Et donc, on peut voir à quoi ils ressemblent. On n'a pas pu les écouter pour le moment. Bon, voilà pour les AirPods 3. Soyez patients. La pénurie ils vont arriver. Beaucoup de produits Apple en ce moment. Donc, voilà, il va falloir être patient et attendre son tour. J'aimerais bien savoir quel modèle exactement vous avez commandé et essayé de MacBook Pro, mes amis. François, est-ce que tu peux nous donner la fiche d'identité de ton modèle? Alors moi, en fait, j'ai fait simple. Parce que mobiliser de l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas pousser non plus. J'ai pris le MacBook Pro 14 pouces, le modèle d'entrée de gamme. Alors, je suis juste en train de revérifier les specs pour ne pas dire de bêtises, parce que sinon, je vais me faire enguirlander. Donc c'est vraiment le modèle... avec un processeur M1 Pro et pas M1 Max. Avec 8 cœurs, 8 GPU. Et j'ai rien rajouté. Il a 16 Go de RAM, il a 512 Go de SSD. C'est vraiment entrée de gamme. C'est le modèle le moins cher. Ouais. En gris sidéral. Le modèle le moins cher qui est quand même à plus de 2200 €. Alors moi je profite du Store Educ. Voilà, donc je mobilise 200 € de moins, quasiment, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Bah oui, mais voilà, j'ai pris vraiment le modèle d'entrée de gamme, et j'étais curieux de voir un 14 pouces, ayant au quotidien un 15 pouces, je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner. Bon, tu vas nous raconter ça dans un instant. Jean-Christophe, c'est quoi le modèle que tu as choisi, toi? Alors moi, pareil, pour les mêmes raisons que l'ami François, l'entrée de gamme, entre guillemets, donc 16 pouces, M1 Pro, avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, pour la modique somme de 2749 €, sans ristourne éducation de mon côté. Bon, toi, Ellie, donc tu as pu les toucher, mais pas vraiment les essayer, si je comprends bien. Et oui, parce qu'en fait, le peu qu'on a reçu, on l'a réservé à nos clients, donc je me suis sacrifié. Donc pour l'instant, je n'en ai pas. Et quand même, il y a un intérêt parce que ça m'a permis vraiment de regarder dans le showroom avec des yeux envieux les 2 modèles. Et je me suis dit finalement, est-ce que je vais prendre un 16, dans lequel cas ça serait le modèle milieu de gamme, hein, donc le 16 pouces 10 cœurs avec disque de 1 Tera, parce que sans 1 Tera, moi je ne peux pas bosser, hein, moi. Il est plein tout le temps. Mais j'ai vu que, je le trouve, mais on en parlera un peu plus en détail après, un peu lourd pour trimballer tout le temps par rapport au précédent. Un peu massif, et du coup j'ai regardé le 14 pouces et j'ai vu que le 14 pouces actuel a la résolution de mon 16 pouces Intel, et je me suis dit c'est la taille d'écran qu'il me faut, mais en 14 pouces c'est beaucoup plus facile, et c'est quand même 500 grammes ou 600 grammes de moins. Donc honnêtement, à performance égale et à processeur égal, je me demande si je ne vais pas prendre un 14 pouces. C'est un peu moins cher en plus. Ouais. Je vois Jean-Christophe qui fait oui de la tête. Je hoche frénétiquement de la tête. Je suis ravi d'être d'accord avec Ellie à ce point.
c'est un tank. C'est un tank, c'est un monstre. En plus, je sais pas ce qu'en pense François, mais voilà, on veut pouvoir les renvoyer. Donc il faut vraiment faire attention, il faut pas qu'il y ait de choc, il faut pas trébucher avec, rien. C'est complètement flippant. Et en effet, moi, l'histoire de la résolution m'a aussi fait tiquer au moment de la keynote. Je pense que quand le 16 sera parti, un 14 va venir le remplacer pour tester. Aujourd'hui, pour moi, le 16 me semble too much. J'utilise un écran externe très important, donc clairement, je vois pas la différence. Parce qu'effectivement... Et par ailleurs... moi, je voulais l'utiliser, alors on a chacun ses problèmes, hein. Je veux l'utiliser sur ma terrasse et donc avoir un grand écran pour pouvoir travailler sur ma terrasse. Je le trouve trop grand pour le transporter de l'intérieur à l'extérieur. Vraiment, c'est une surprise. Et j'avais pas du tout cette impression-là avec le 16 pouces testé l'an dernier, je crois, lors de sa dernière sortie. Il est vraiment impressionnant. Gilles? Oui, je rejoins mes camarades. Il m'a fait penser au 17 pouces historique de la gamme Apple, avec une massivité, une compacité, une impression de tout en un, comme pouvait avoir l'iBook blanc en résine, avec cette encoche devant. C'est cette impression-là qu'il donne. Éventuellement, oui, le 14 pouces pourrait être une bonne solution pour le commun des mortels. François, tu as eu quelle impression, toi, en termes de volume, de poids, d'encombrement? Moi, en fait, il y a eu deux réactions. Moi, ma première réaction, mon premier Mac, j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans i5, ça a été un PowerBook G4 Titanium, et j'ai eu l'impression d'un gros retour en arrière. J'ai trouvé qu'au niveau du form factor, ça ressemblait énormément à ça. Et puis derrière, ma compagne est arrivée, elle m'a sorti, purée, mais on dirait un PC, en fait. Et c'est vrai qu'au niveau du design... ça fait clairement PC, en fait. Et là, j'ai son ordinateur de télétravail juste à côté de moi, je le regarde, c'est un HP, il est gris. Tant qu'on le prend pas en main, on a vraiment l'impression du style de PC. Par contre, quand on le prend en main, on le porte, effectivement, on voit que c'est de l'Apple, parce que c'est hyper bien fini, c'est de la bonne qualité, c'est de l'alu, etc. Mais c'est vrai que le design, on a eu l'habitude de la finesse des modèles 13 et 15 et 16, et c'est vrai que c'est massif. Maintenant, c'est un aspect robuste. Et je trouve qu'il inspire confiance, et on a peut-être moins le sentiment qu'il va péter en moins de 2. C'est un peu le sentiment que j'avais sur les derniers modèles. Et la dernière chose, et après je redonne la parole à mes collègues, moi venant d'un 15, en fait, je trouve que le 14, avec l'écran bord à bord, j'ai l'impression de ne pas perdre grand-chose. Donc j'envisage d'en acheter un, et clairement, je ne prendrais pas un 16, je prendrais un 14, que le seul frein que j'aurais pu avoir, c'est de me dire que c'était pas les mêmes processeurs, que c'était pas les mêmes techs, et au final, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui reste au 16 en dehors de ces 2 pouces de plus ? Pas grand-chose. Pour la familiarité d'Aspect avec le PC, c'est une réflexion que je me suis faite après la présentation de l'Unibody en 2008 ou 2010, je ne me souviens plus exactement. Ce design qui était fièrement exposé, où il était taillé, l'intérieur était taillé dans la masse d'une plaque d'aluminium, et très vite, dans les 2 mois, les constructeurs de PC ont présenté le même type de design exactement. C'était frappant. Il n'y avait plus de différenciation. Je pense qu'on en parlera une autre fois sur les risques et les forces d'Apple. Je pense que les transferts de technologie forcés qui sont imposés à Apple par la fabrication sur le continent chinois par des sous-traitants est clairement un frein à la différenciation. Jean-Christophe. Oui, alors on râle suffisamment sur Apple, et moi le premier pour le saluer. C'est à ma connaissance la première fois qu'on a exactement à la spécification près la même chose, avec seulement le poids et la taille d'écran qui changent. On parlait du titanium, mais même ensuite des premiers PowerBook G4, on sait que le 12 pouces était en fait un iBook un peu repeint, enfin ainsi de suite. La petite taille était toujours un compromis. Là, c'est génial d'avoir vraiment le choix et de pouvoir choisir sa diagonale, et c'est pour ça que il faut le tester. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai eu 2 titanium, je les ai adorés. Il n'y avait pas cette
je le trouve, alors je vais vous choquer, au bout de 3 jours, moi je le trouve balourd, le 16 pouces. Je le trouve trop gros. Alors j'ai suffisamment râlé contre l'anorexie de Jonathan Ive pour pas aller dans l'autre sens. Oui, il est gros parce qu'il est extrêmement rapide et c'est très bien, mais n'empêche, il a moins de classe, il est moins aérien, il est moins élégant. Et c'est un peu dommage. Je suis plus réservé sur l'impact qu'auraient les sous-traitants sur le design. HP fait aujourd'hui des PC justement d'une certaine finesse, avec des designs un peu plus poussés, avec par exemple, on en parlera, mais des webcams en tête d'épingle, Donc je suis pas sûr qu'Apple soit vraiment contrainte sur le sujet. Je pense en revanche, et ça il faut se l'avouer, qu'il y avait tellement à revoir que voilà, pas lancer. C'est un peu ce qu'on avait dit sur les M1 en fait. Pas lancer un design complètement radical alors que tout a changé et pour le mieux en interne. Voilà, c'est peut-être un choix mesuré, même si je le regrette. C'est ce que fait Apple. Je suis d'accord avec JC, c'est ce que fait Apple d'habitude. On change, on prend le design précédent avec un changement de technologie et ensuite, une fois qu'on a calé, on a un retour d'expérience et d'utilisateur, on passe à un changement de design radical. La seule exception étant peut-être l'iMac G5 qu'on a vu présenter à Paris en 2004. Ouais. Bon, voilà pour ces considérations un peu générales. Je voudrais qu'on rentre dans le détail et dans le cœur de ces MacBook Pro. D'abord, alors, finalement, vous êtes 3 à en avoir déballé au moins un. Ça ressemble à quoi l'unboxing du MacBook Pro 2021 ? Eh bien, écoute, quand on le déballe, d'abord, le soin dans le packaging est toujours le même. Apple fait vraiment des super boîtes. Même le sur-carton s'ouvre très facilement, s'ouvre en deux, c'est nouveau. Ensuite, on a la boîte traditionnelle avec les protections. Et c'est vraiment un objet de luxe et qui a été très, très bien fait. Quand on les sort l'un après l'autre, j'étais surpris, effectivement, par le poids du 16 et l'épaisseur du 16, qui est vraiment plus épais que mon 16 actuel. Ensuite, j'ai ouvert le 14, et le 14 rentre plus dans la tradition d'un ordinateur portable Apple. Donc, contact agréable, mais le 16 vraiment imposant et impressionnant. Si on ne le déplace pas beaucoup, si on le pose sur un bureau, l'écran, il est juste incroyable. Hein. Mais l'écran du 14 est très beau aussi, même un peu plus petit, mais... François, le déballage, comment ça s'est passé pour toi ? Et est-ce que tu cherchais la chiffonnette ? Bah oui, je l'ai cherché, d'ailleurs je la cherche toujours, hein. Du coup je n'ai pas touché cet ordi de peur de le salir. Non, plus sérieusement, ce qui me fait toujours marrer sur les derniers produits Apple, c'est la façon d'ouvrir les cartons. Avant, on ouvrait les cartons sur le côté. Maintenant, on a une belle languette au milieu qu'on doit ouvrir. Et après, on ouvre sur les côtés. Et comme par magie, le superbe MacBook Pro sort. Après, j'ai une petite tuile au moment de l'ouvrir. Normalement, sur le côté, vous avez une petite étiquette qui vous permet de soulever pour déchirer le plastique. Bah, moi, l'étiquette, elle a pété, ce qui fait qu'il a fallu que je sorte le couteau pour réussir à ouvrir le plastique. Parce que, voilà, Moi aussi. Apple, c'est plus que c'était quand même. Hein. Ah. Et toi, Jean-Christophe, elle a pété aussi, l'étiquette ? Alors, elle a pas pété, mais moi je me suis dit, mais encore une fois, on recommande pas aux iWeekers de prendre des Macs pour les rendre systématiquement après, mais je me suis dit, la languette du sur-carton, elle te reste dans la main par définition. Et je me suis dit, ça fait un trou, il va falloir remettre du scotch pour que ça tienne bien lors de la réexpédition. Donc voilà, c'était... Mais sinon, oui, voilà, c'est toujours aussi magique. Et je reviens sur ta chiffonnette, quand même, ça c'est pour ça que le cours de bourse d'Apple s'envole, c'est pour ça qu'Apple ce soir va annoncer des résultats merveilleux, mais les anciens que nous sommes savent bien qu'à une époque, la chiffonnette, sur une machine à 2700 €, elle aurait été dans la boîte et ça aurait pas été choquant et on se serait dit « Ah là là, les types qui achètent leur PC chez Leclerc, au moins ils ont pas la chiffonnette. » Voilà, je ferme ma parenthèse. On est tous d'accord là-dessus, je crois. Hein. C'est clair que la chiffonnette, elle aurait dû être fournie avec, c'est clair. Bah oui. Jean-Christophe ? Je veux bien faire une incise premier contact Monterey, où la migration, pour moi, a été un cauchemar. Ils ont... le process a complètement changé. Alors, c'est
j'étais pas informé, c'est un peu ma faute, mais la bascule en disque cible, la fonction est plus du tout la même. Même le fameux mode target historique. Voilà. Il faut plus appuyer sur la touche T, il faut passer en mode recovery, cliquer sur 3 écrans différents, le mettre en mode cible, mais même une fois mis en mode cible, vous connectez le câble, il se passe rien. Il faut sur l'autre Mac utiliser l'assistant migration et dire je veux exporter ce Mac vers un autre Mac. Enfin, c'est pas grand chose, mais c'est une usine à gaz et c'est 8 étapes différentes. Là où j'ai migré un Mac il y a 6 mois, ça se faisait en 2 minutes. François a eu plus de chance que moi? Non, en fait, c'était juste pour dire, Apple, je pense, pousse énormément sur l'assistant de migration via le réseau. Je suis pas sûr que le mode target pour Apple aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obsolète. Et je pense qu'il d'ici peu, ce sera carrément bloqué. On tend vraiment vers ça au niveau du suivi. Moi, j'ai pas eu de soucis pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, j'ai rien installé dessus. Je suis en train d'installer des applications, mais j'ai pas migré de données parce que vu que je sais qu'il va repartir, je le voyais vraiment comme une machine de test. Je trouve ça galère en fait. Je l'ai fait sur l'iPhone. C'est chiant de devoir migrer, remigrer dans l'autre sens, etc. Donc j'ai préféré me dire, voilà, tout repartir à blanc et me dire, comme ça, j'aurais juste à l'effacer et puis en moins de 2, ce sera fait quoi. Surtout qu'avec la nouvelle fonction d'effacer de Monterey, c'est bien. Juste 2 secondes, parce qu'on parlait de Monterey et de la cohésion. Je comprends pas qu'il y ait toujours pas sur un Mac avec processeur Apple sous Monterey, qui est pas le startup facile qu'on a sur les iDevices depuis des années. Il faut encore taper le Wi-Fi, il faut encore, enfin voilà. Ouais. On est partie d'accord. des choses qui sont encore en silo chez Apple et qui moi me dépassent un peu. Voilà. Bon, après ça marche très bien, mais c'est un peu dommage. Bon, alors l'écran, premier contact avec l'écran, quelle impression vous avez eue? Est-ce que vous avez senti la différence du mini LED et de ses caractéristiques? Et Gilles, toi qui es allé dans un APR pour voir ce MacBook Pro de tes yeux. De dos à la vitrine, avec les photos prises par un iPhone 13, c'était le jaw dropping, comme disent les Américains, c'est-à-dire que la mâchoire qui tombe. C'est époustouflant pour un portable, un ordinateur portable. On est tous des vieux classiques blanchis sous le harnois. Non. Surtout moi, d'ailleurs. Et on se souvient tous de ce que les écrans LCD, voire LED ensuite, malgré ce qu'a annoncé Apple, pouvaient avoir de limitations au niveau luminosité, profondeur d'air noir, etc. Là, c'est absolument étonnant. Ils ont fait vraiment très fort. Ouais. Jean-Christophe, ta première impression de l'écran? Alors en fait elle était un peu plus tardive parce que comme je disais moi je travaille beaucoup sur mon écran externe, ce qui est un peu dommage avec un Mac de cette qualité. J'ai dû pour la première fois baisser la luminosité en travaillant. Il y a tellement de nits que ça fait mal aux yeux. Et en effet, les fonds d'écran sont magnifiques. On sent vraiment que c'est une machine tout pour l'écran. Donc c'est assez splendide, c'est aussi pour ça que je veux l'essayer sur un 14 parce que je pense que en plein soleil à San Francisco je verrai vraiment la différence sur la terrasse. Et non, il est vraiment magnifique. À ce sujet là aussi un pont avec Monterey. Je trouve que les fonds d'écran sont très décevants. Alors que et pas à la hauteur de la machine et pas à la hauteur de ce que la machine peut faire, c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à prendre plein de photos avec votre iPhone 13 pour en profiter à plein, c'est ce que j'ai fait là aussi. Élie, toi l'écran, tu l'as aussi pris en pleine figure. Oui, franchement, c'est bluffant. Les 2 modèles, la luminosité est incroyable, le contraste. Cet écran bord à bord en plus est magnifique quand on travaille avec. Et puisqu'on est dans l'écran, il y a ce célèbre notch qu'on appelle encoche, ou je ne sais pas quel est le terme français. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Et en plus, Apple
s'est débrouillé pour le masquer. Dès qu'on a une application qui passe en plein écran, on a l'habitude maintenant de travailler en plein écran et de naviguer d'une application à l'autre avec le trackpad, ça disparaît. Hein, donc puisque c'est la barre de menu. En fait, Apple a expliqué, et j'ai vu plein de critiques sur Twitter, etc. Les gens n'ont pas compris. C'est la résolution d'avant, c'est un 16 dixième, et Apple a rajouté un tout petit peu un espace où il loge les menus et le notch. Donc l'écran est comme avant, il est juste un peu plus haut. Donc il ne faut pas se plaindre, on en a plus pour son argent. Mais il est magnifique. Autre caractéristique, détail de ces nouveaux MacBook Pro, le clavier a lui aussi changé. Moi j'ai un clavier extrêmement bruyant sur mon MacBook Pro Touch Bar. Comment est le nouveau, François ? Il est plutôt agréable. J'ai pas senti trop de différence par rapport au clavier des MacBook Pro M1 des anciens modèles. Je trouve qu'on retrouve un peu le même confort de frappe. C'est vrai que moi je les trouve plus confortables que j'ai un clavier papillon sur mon MacBook Pro 15 pouces, et c'est vrai que je trouve plus agréable quand même ces claviers-là. Le côté noir est plutôt sympa, je trouve que ça donne un côté classieux à l'ensemble. Et puis on peut espérer aussi que le changement de clavier sera plus rapide. Peut-être qu'ils ont anticipé sur des potentiels problèmes et qu'on n'est pas obligé de changer tout le top case pour changer le clavier, sait-on jamais, sur un malentendu. Je crois que c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le démontage d'iFixit, logiquement. Non, moi je le trouve plutôt agréable. Jean-Christophe ? Moi d'abord je le trouve moche. Je trouve que cette étendue noire comme ça, moi je trouve pas ça joli. Et moi j'aimais bien la frappe sèche, alors oui bruyante, mais la frappe sèche des précédents. Je trouve que sur le MacBook Air elle se retrouve encore un peu, là un peu moins. Voilà, c'est pas dramatique. J'ai tapé beaucoup de textes hier soir pour pouvoir vous en parler. J'ai pas été gêné. Mais voilà, ça va demander un temps d'adaptation. Et alors en revanche, je sais pas, Benjamin, tu nous le diras peut-être, je sais pas si t'as été briefé par Apple. Il paraît qu'Apple parle de sentiment de clavier mécanique. Et alors là, par contre, alto sketch, quoi. Les gens qui se permettent de dire ça n'ont pas utilisé un clavier mécanique depuis, je pense, 10 ans. Parce que clairement, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est un clavier de compromis. Et effectivement, compte tenu de l'épaisseur, somme toute relative, de la machine, le clavier est pas mal du tout. Voilà. Mais c'est pas... Voilà, c'est plutôt une déception. Ellie ? Je vais aller sur eBay rechercher une IBM à boule pour l'offrir à Jean-Christophe qui retrouve les sensations de frappe. Mais j'en ai une. Ah, voilà, c'est pour ça. Mais sinon, moi je trouve le clavier très agréable. Apple a résolu en fait le problème qu'on avait sur le bouton Escape dans les premiers Touch Bar, mais qu'ils avaient corrigé par la suite. Donc là, la touche Escape, elle est vraiment bien définie. On ne peut pas la rater. Et puis, le Touch ID a été isolé, donc ce qui avait aussi été le cas dans les derniers modèles avec Touch Bar. La touche est ronde, donc elle est bien identifiée. Et moi, je trouve très agréable la frappe. J'ai comparé avec le mien, qui est un 16 pouces Intel, et je préfère le nouveau clavier, franchement. Donc, c'est pas mal. Ah, petite astuce, puisque comme il n'y a pas la Touch Bar, comment est-ce que vous réglez la luminosité des touches ? Parce que j'ai cherché. Il faut aller dans le centre de contrôle, c'est tout bête, ça apparaît instantanément, mais j'ai essayé des combinaisons de touches de fonction avec Alt, Escape, etc. Pas du tout. Vous cliquez sur centre de contrôle et il y a luminosité du clavier. Fallait le savoir, mais j'ai cherché. Pas mal. Bon, on a beaucoup apprécié la présentation du système audio dans ces MacBook Pro avec des woofers, des tweeters, des systèmes de suspension pour éviter les vibrations. Ça donne quoi quand on met du son et quand on regarde un film et du Dolby Atmos aussi, parce que ça arrive sur ces MacBook Pro. Ellie ? Oui. Écoute, j'ai essayé deux choses. J'ai essayé donc de la musique, puisque sur les machines de démo, Apple a installé pas mal de choses en musique. Donc j'ai pu essayer un peu des grandes voix, on va dire du style Adele, des choses comme ça. Le son est juste incroyable. Et j'ai essayé ensuite un peu d'Apple TV+, et un peu de Netflix. Et oui, le son immersif est là. Donc vous êtes devant l'écran et vous avez quelque chose qui vous entoure. Donc moi, très bien, rien à dire, vraiment superbe. Jean-Christophe ? Pareil, c'est un des premiers Mac, je pense, où on peut se poser la question de l'utilité de haut-parleurs externes, ce qui n'est pas peu dire. François ? Pas testé. Gilles ? Non plus dans un showroom, c'était pas... C'est sûr. Il y avait peu de monde, mais quand même.
Bon, passons à la connectique, mes amis, et on commence par le MagSafe, le retour du MagSafe. Alors, ça nous permet de parler du chargeur et du câble. Comment est-ce que tout ça tient la route? François, tu fais les 2 pouces levés. C'est top, le retour du MagSafe, enfin. Le câble est tressé en plus, comme les câbles qu'on peut avoir avec les câbles Lightning qu'on peut avoir avec les derniers iMac par exemple. Ça inspire la qualité, je trouve, c'est super costaud. Et puis ça fait plaisir de retrouver le MagSafe tout bêtement. J'étais encore en formation aujourd'hui et j'ai failli me prendre les pieds dans mon câble d'Alim. Et c'était pas, du coup, j'ai pas pris le nouveau MacBook Pro parce que comme Jean-Christophe, j'ai qu'une peur, c'est de le faire tomber ou de l'abîmer et que Apple ne me rende pas mes 2000 €. Donc je fais super attention et c'est vrai que c'est super de retrouver ce câble-là. Et puis même sur toute la connectique, le fait d'avoir de l'HDMI, j'ai vidé des cartes mémoire sans me taper l'adaptateur. Maintenant, le seul bémol, et je l'ai dit après la keynote, je trouve que c'est dommage qu'il nous ait pas recollé un Ethernet. Pour moi, c'est un vrai manque. Je sais que beaucoup de professionnels diront bah non, de toute façon on est en full Wi-Fi, mais faut quand même avoir un réseau Wi-Fi qui tienne la route, et dans certains cas l'Ethernet est obligatoire. Et j'aurais bien aimé pouvoir me dire je ne prends pas d'adaptateur, je me contente vraiment d'avoir uniquement mon Mac et c'est tout. Et là du coup ça veut dire quand même il faudra toujours des adaptateurs et ça c'est dommage. Ouais, tu soulèves un point super intéressant, François. Alors d'abord je fais un aveu, c'est que moi le MagSafe il est resté dans la boîte. Parce que moins j'en sors, moins je prends de risques. Et surtout que je voulais tester, en fait, comme j'ai un écran USB-C, le câble USB-C charge aussi, alors évidemment lentement, mais charge aussi le 16, ce que je trouve super. Là, et je rebondis sur ce que disait François, on pense évidemment à ce qu'a fait Apple avec l'iMac M1, avec le port Ethernet déporté sur le chargeur, sur la brique de charge, dans la mesure où ces MacBooks ont tous besoin d'un chargeur un peu différent, où pour le coup il y a des vraies distinctions. Si on paye 20 € de plus, je crois qu'on a le chargeur 96 watts pour le 14 pouces qui va charger en charge rapide, alors que le chargeur qui est dans la boîte ne le permet pas. Il y a une occasion ratée très nette de la part d'Apple de pas avoir sur cette brique-là intégré un port Ethernet, comme elle l'a fait sur l'iMac, dans la mesure où il y a eu cette réinvention à ce niveau-là. Là aussi, on comprend pas. Il y a un truc qui arrête Apple. Et alors, je sais, on dira que ce sera pour la prochaine fois, mais c'est toujours cette idée de pas aller au bout, voilà. Que je crois que c'est dommage, d'autant plus qu'Apple a intégré ça en disant la charge rapide sur le 16 pouces, il faut le connecteur, qui est juste un fil, hein, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est un fil avec MagSafe d'un côté et USB-C de l'autre, donc c'est un câble, et le câble permet de passer des choses différentes, et notamment le fast charging, là, pour le 16 pouces. Donc, voilà, d'un point de vue ingénierie, peut-être qu'Apple aurait pu faire passer l'Ethernet dans le port MagSafe. Voilà, bon, alors, il suffit, avec des si, on fait tout, mais c'est voilà, s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus que c'est pas un délire de François ou moi, c'est exactement ce qu'elle a fait pour l'iMac M1. Donc voilà, c'est un peu dommage. Gilles ? Oui, il y a peut-être un souci de technologie, et puis il y a le fonctionnement habituel d'Apple, c'est le marché qui décide. Si les utilisateurs râlent suffisamment fort, ils se décident à apporter les spécifications et les améliorations qui sont réclamées. Mais en attendant, les gens qui font l'effort de faire partie de la première génération, les premiers acteurs, sont un peu gros gens comme devant, oui. La puissance, est-ce que vous avez eu l'occasion de sentir la différence par rapport au M1, si vous avez l'expérience des M1, et je crois que vous l'avez, et au Mac Intel, évidemment? Alors moi c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de trop le pousser dans ses retranchements, je vais avoir des photos à traiter sur Lightroom, je pense que j'aurai l'occasion de vous faire un retour un peu plus en détail. Mon idée c'était de faire des textes d'exportation. Maintenant clairement il ventile pas quoi, il me paraît plutôt réactif, ne serait-ce que sur le temps d'allumage, surtout par rapport aux Intel. Par rapport au M1, je pense qu'en utilisation courante, je suis pas sûr qu'on verra beaucoup la différence. Je pense que c'est vraiment plus sur les gros logiciels gourmands où on ressentira quelque chose. Maintenant, à l'usage, il est très agréable, réactif, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, moi, mon seul bémol, c'est peut-être plus Monterey, mais on y reviendra tout à l'heure. Jean-Christophe ? Eh ben, je vais citer notre confrère de CNET,
qui disait si vous ne faites pas de vidéos ou de photos au niveau, dites-vous bien que c'est un vanity purchase. C'est un achat de vanité. C'est un achat pour avoir le plus gros. Il y a de ça, hein. Il y a de ça, moi clairement, c'est un Mac qui est connecté à mon écran, à mon clavier, qui me permet d'exercer mon métier de juriste et d'avoir des applications ouvertes en permanence, de faire un peu de podcast. J'ai absolument pas besoin de cette puissance-là, je ne la sens pas, je sens même pas d'accroissement par rapport à mon MacBook Air M1. Donc voilà, mais encore une fois, si l'écran prime, et si on a les moyens, c'est bien de se faire plaisir, ça ne change rien, qui peut le plus peut le moins, et donc on peut très bien le sous-utiliser et en être très content aussi. L'autonomie, la puissance. Écoute, moi j'ai pu tester pas mal d'applis puisque dans les modèles de démo, Apple a installé un peu de tout, hein, donc y compris Final Cut, Logic je connais un peu moins, et pas mal d'autres applis, et j'ai pu tester par rapport justement à un M1 à côté, et franchement oui, c'est plus rapide, hein. Sur appli comparable, je me suis amusé à faire des lancements simultanés entre le MacBook Pro 13 pouces M1 et le 16 pouces ou le 14, hein. Ils sont placés côte à côte. Ça charge plus vite. J'ai lancé des vidéos de démo Apple qui doivent être d'une qualité à mourir, hein, donc celles qu'ils ont mis dedans. C'est beaucoup plus rapide. Il y a un test qui est très intéressant et qui est très rigolo. Pour ceux qui veulent tester ça, vous prenez plan et vous choisissez la ville de votre choix. Moi, j'ai choisi Nice. Et vous faites un flyover. Et vous regardez le temps de rendu qui est un temps de rendu temps réel en 3D entre une machine Intel, une machine M1 et une machine M1 Pro. Eh bien, écoute, sur le M1 Pro, que ce soit le 14 ou le 16, c'est comme si c'était un film. On ne voit pas le rendu tellement c'est rapide. Il se balade, il n'y a aucune saccade. C'est juste totalement bluffant. Gilles, est-ce que tu as pu avoir un aperçu de la puissance en APR ? Je trouve que ça va très vite sur les changements de photos, sans qu'on sache si c'est l'optimisation du logiciel avec la présentation. On a pris iPhoto, c'est le vendeur, le conseiller d'e-concept qui me l'a lancé. J'ai quand même une question par rapport à l'autonomie. Ça peut être un des critères d'achat et de choix par rapport à des modèles plus anciens. Une journée entre guillemets, hein, de travail de 20 heures pour un certain nombre de gens qui ont besoin à la fois d'un peu de puissance et d'autonomie, me semble pas négligeable non plus. Je me suis posé la question justement entre le 14 et le 16, puisque 17, 21 heures, mais je me suis dit non, mais si tient 17 heures, c'est bon, hein, des journées de 17 heures, déjà on n'en fait pas tous les jours, hein, donc voilà. Bon, est-ce que vous êtes conforté dans votre choix d'un modèle ? Supposons que vous ne faisiez pas qu'un test, mais que vous faisiez l'acquisition d'un MacBook Pro. Sur la base de votre première impression, quel modèle vous choisiriez ? Écran, processeur, RAM, stockage. François ? Si tu avais un budget raisonnable, mais un budget. Moi, en fait, j'en suis ressorti de là en me disant finalement pourquoi pas rester sur un 14 pouces parce que je trouve que la taille est vraiment sympa, c'est léger, c'est transportable. Voilà, moi qui donne beaucoup de cours de formation avec mon ordi, je trouve ça pratique, il est plus léger dans le sac à dos. Par contre, je pense vraiment que le jour où j'en achèterai un, parce que j'en achèterai un, à mon avis, je prendrai un truc un peu boosté. Je pense que je prendrai au minimum 32 Go de RAM pour être tranquille sur le long terme, parce que je le vois sur des logiciels de retouche comme Lightroom. Mon iMac M1 a 16 Go de RAM, et de temps en temps, je trouve que, sans jeu de mots, ça rame quand même un petit peu sur des rendus d'aperçu en temps réel, etc. Ça peut être un peu lent. Et quitte à investir, sans doute un M1 Max carrément, quoi, histoire de prendre un truc qui tienne vraiment la route. L'idée, en fait, ce serait d'attendre qu'ils arrivent sur le refurb et profiter de tous les gens comme moi qui en auront acheté un pour le tester, qui vont l'avoir renvoyé à Apple. Donc du coup, en fait, je rachèterais presque l'ordinateur que j'aurais renvoyé. Mais l'idée, voilà, ce serait de partir sur un M1 Max en 32 Go de RAM, histoire de partir, de voir loin, quoi. Et potentiellement acheter un écran externe et en renvoyer l'iMac.
parce qu'au final, je me dis avoir 2 machines hyper puissantes, c'est un peu dommage. Donc je pense qu'à mon usage quotidien, un portable suffit avec un écran externe derrière. Un Pro Display, par exemple, si je gagne au loto, quoi. Bien sûr. Et le stockage coûte un petit peu moins cher, désormais. Quelle quantité de stockage tu prendrais sur ton 14 pouces? Moi, je pense que je resterai sur du 512 Go parce que c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des disques durs externes. J'ai un petit disque dur externe SanDisk en mSATA qui est super bien pour le stockage. Voilà, à la limite, je préfère passer sur 32 Go de RAM ou même 64, booster la RAM en me disant au pire, je prends des disques durs externes et ça suffira bien, quoi. Puis aujourd'hui, avec le cloud, on est quasiment tout le temps connecté. iCloud Drive fonctionne quand même beaucoup mieux qu'il a fonctionné, donc c'est vraiment l'option que je prendrais en superflu par rapport à la RAM ou au GPU. Ouais. Jean-Christophe, quelle est ta machine idéale sur la base de ces premiers essais? Alors, en fait, ça intéresse beaucoup mon entourage, et j'ai beaucoup d'utilisateurs Mac dans mon entourage, évidemment. Pour moi, la distinction M1 Pro, M1 Max doit vraiment être pesée au trébuchet. Ça dépend vraiment des usages. On a des machines qui sont pour des prosumers. Je vous dis, même un M1 MacBook Air, c'est difficile d'en voir la limite pour des choses de tout venant. Donc aujourd'hui, se faire plaisir avec une résolution plus grande, avec un écran qui est beaucoup plus lumineux, avec une bonne webcam, on n'a pas parlé de la webcam, une bonne webcam, ainsi de suite. Oui, je pense que je réduirais le prix sur le processeur, et comme Eli, pardon, j'insisterai sur le disque dur, parce qu'on peut pas revenir en arrière. Et effectivement, les 16 Go, pour le coup, le MacBook Air qui est en 8, soit pas mal. On a quand même en fin de journée ou en fin de semaine l'obligation de redémarrer parce qu'il n'y a plus beaucoup de RAM disponible ou trop de mémoire virtuelle. Donc oui, 16 Go et 1 Tera avec un M1 Pro, ça me paraît tout à fait correct. Et en effet, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine semaine, je vais tester le 14 parce que je pense que le 16 est trop, est too much. Et M1 Pro, alors il y a au moins 3 variantes disponibles sur le store. Tu disais, Eli, que la version 8 cœurs, finalement, ça ressemblait beaucoup à un M1. Oui, 8 cœurs et 8 GPU, en fait, c'est la définition de base d'un M1, mais c'est quand même pas le même processeur. Après, dans les autres versions, on a du 10 cœurs, 10 GPU, et puis on peut après, en montant en gamme, on peut avoir du 24 et dans le cas du Max, 32 Go, donc GPU. Par défaut, et GPU aussi. Et écoute, moi j'ai la chance presque de ne pas avoir de problème de budget. Si je peux justifier de l'utilisation, je peux demander à mon chef qui va immédiatement, vu que je me parle assez souvent, me dire oui. Mais pour autant, j'essaie d'être raisonnable. Donc, je pense que je m'orienterai plutôt vers un 14 aujourd'hui, alors que j'ai toujours eu les plus grands écrans. 1 Tera indispensable. Et je t'avoue que j'hésite beaucoup entre le Pro et le Max. Mais c'est plus, comme a dit tout à l'heure Jean-Christophe, vanity purchase, parce que je ne suis pas certain d'avoir besoin d'un Max. Je me dis 400 mégas, c'est le double de bande passante, mais est-ce que j'en ai besoin? 400 gigas. 400 oui. Gigas. Pardon, oui, tout à fait. Est-ce que j'ai besoin de 2 encodeurs ProRes simultanés? Mais quelque part, je me dis, quelle est la différence entre les deux? Si je dois mettre 32 gigas avec un Pro, est-ce que je suis en Max? Donc, je me tâte parce que j'essaye quand même d'être dans un budget raisonnable. J'essaye d'être autour de ce que j'avais déjà sur mon 16 pouces, qui a un i9 et tout ce que tu veux, mais bon, j'essaye d'être raisonnable. Donc, mais ça sera probablement un 14, on va voir un tout petit peu en fonction des arrivages, et probablement un modèle de catalogue, parce que s'il faut faire une configuration en CTO, on est en train de passer de 6 à 8 semaines, et une fois que j'aurai décidé de le prendre, ça va vraiment m'embêter d'attendre 8 semaines pour l'avoir. Hein. Donc si c'est un modèle de stock, de catalogue, c'est plus facile, et c'est plus facile à revendre qu'un CTO. Parce que les options, c'est comme pour les voitures. Les gens connaissent le prix d'un modèle, mais les options, ils n'en tiennent pas compte en cas de revente. Donc
Voilà. Plus Ça, c'est un compliqué. petit conseil au passage. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Ah, Gilles, Gilles, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Moi, je prendrais un 14 pouces aussi, avec un peu de mémoire, parce que elle est partagée et plus efficace, mais sur des gros... Alors, un peu de mémoire, ça veut dire quoi? Au moins 32. Ah ouais. Beaucoup de mémoire. On est à 16, Oui. normalement. Donc, une option mémoire supplémentaire, sachant que les configurations ensuite dépendent aussi du temps que vous comptez garder votre machine et de la façon dont elles vont vieillir ou pas. Si vous changez fréquemment, on peut se contenter d'une configuration légère. Si vous changez tous les 10 ans, hein, comme ça arrive à pas mal de gens, il vaut mieux muscler la configuration de manière à ne pas être limité ensuite. Je connais des gens qui font ça depuis des années, même pour un iMac. Et donc en stockage, tu prendrais combien et quel processeur? Le processeur de base, un Pro, avec le nombre de cœurs standard et éventuellement 2 Tera de stockage. 1 Tera, je suis obligé de pousser les murs régulièrement, mais j'ai tendance à tout garder et je sais que c'est pas bien. Merci beaucoup les amis pour ce premier tour d'horizon des nouveaux MacBook Pro. Les délais s'allongent, hein. On est donc à 2 mois pour certains modèles maintenant. Hein. C'est ça. En CTO, oui. Bon courage à vous si vous devez patienter. Dans la 3e partie de cet épisode, on va vous raconter les 20 ans de l'iPod avec Gilles. Mais tout de suite, dans un instant, macOS montré et toutes les mises à jour arrivées cette semaine. C'est le nouvel OS de votre Mac, si vous faites la mise à jour bien sûr. Il s'appelle Monterey macOS 12 et des petites poussières depuis d'ailleurs. Il est arrivé lundi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouvel OS, François? Est-ce que c'est vraiment une mise à jour majeure? Bah non, pas vraiment. Et puis je vous avoue que moi, j'ai fait la mise à jour sur mon iMac à la maison et je trouve que depuis, j'ai eu pas mal de plantes. Alors je sais pas, j'ai fait la mise à jour de Lightroom aussi. Il y a une grosse mise à jour de Lightroom et je ne sais pas qui est responsable, si c'est Monterey ou si c'est Lightroom, mais il y en a un des deux qui m'a fait des misères, à tel point que ça m'a flingué carrément ma bibliothèque Lightroom. Donc j'ai réussi à en récupérer une parce que j'avais une sauvegarde, vu que je suis quelqu'un de très précautionneux, fort heureusement. Mais j'ai eu pas mal de plantes. Après, clairement, pour moi, c'est une mise à jour mineure. Il n'y a pas grande différence, pas du tout. Les nouveautés sont pas hyper sexy. Faites-la si vous voulez. Maintenant, honnêtement, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version 12 de macOS? On retrouve principalement des mises à jour du côté de FaceTime, par exemple, le fameux partage de liens FaceTime, ça c'est plutôt sympa. FaceTime peut être intégré directement en navigateur. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure dans les mises à jour de la semaine, enfin l'arrivée de SharePlay, la fameuse fonctionnalité qui va vous permettre en fait de regarder des séries, des reportages, les débats pour les présidentielles par exemple avec vos copains, ce qui est pratique pour pouvoir se prendre la tête même quand vous n'êtes pas ensemble, ça fera sujet débat. C'est principalement ça en fait SharePlay. Il y a quelques petites nouveautés, alors faudra qu'on l'essaye d'ailleurs. Aussi le mode portrait directement intégré, vous avez de l'audio spatial, il y a pas mal de petites choses. En fait c'est surtout je trouve du côté de FaceTime et du côté de messages où il y a pas mal de nouveautés. Et puis on retrouve aussi tout ce qui est concentration qu'on a déjà commencé à utiliser sur iOS, iOS 15 et sur iPadOS 15. Ça voilà, c'est des petites choses sympas. Maintenant, je trouve qu'en dehors de ça, en fait, on retrouve vraiment toutes les nouveautés d'iOS 15 sur le Mac, sur Notes, sur Messages, concentration, etc. On sent vraiment la synergie entre tous les systèmes et c'est presque dommage qu'Apple n'ait pas sorti les deux en même temps, en fait, je trouve. Ellie? Au niveau de FaceTime, il y a un petit truc aussi qui vient rejoindre la merveilleuse caméra si vous avez un des nouveaux MacBook Pro. Ils ont fait des progrès dans la voix puisque vous avez ces modes dont on avait parlé un tout petit peu lorsqu'on avait parlé de la bêta. Un mode qui permet d'isoler la voix. Donc en fait, ça met l'accent sur votre voix donc, et ça a tendance à bloquer le bruitage ambiant. Ou alors, à contrario, il y a un mode large spectre où en fait on capte absolument tout et ça reproduit vraiment tout ce qui se passe autour de vous, donc suivant votre usage. Donc ça c'est
C'est vraiment sympa. Après, effectivement, dans Message, il y a ce qu'on avait évoqué à un moment donné, c'est cette nouvelle notion de partager avec vous. Donc, en fait, on peut décider de partager des choses et ça, c'est plutôt sympa. Ça peut être des photos, ça peut être des liens Safari, ça peut être des podcasts, ça peut être des applications Apple TV. À partir du moment où on a un groupe d'intérêt, en fait, Apple va nous conseiller des choses en fonction de nos goûts, mais des goûts aussi de nos groupes. Donc, ça peut nous aider à découvrir des choses. C'est pas transcendant, hein. Après, Safari, il y a eu des évolutions, puisqu'Apple avait présenté dans les bêtas une façon de gérer les onglets et ils sont revenus dessus. Donc, donc il y a eu une avancée-reculade. C'est assez nouveau. Il y a ce mode concentration, mais qu'on a dans iOS, hein, donc qu'on connaît. Il y a des nouvelles notifications. Mais tout ça, c'est très mineur. Il y a des notes taguées. Et contrôle universel, alors où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas là. Mais il sera là un jour. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Il est où? C'est comme SharePlay avec iOS. Il manque quasiment la nouveauté la plus importante dans Monterey. Pour iOS, c'était SharePlay, effectivement. Ouais. Pour Monterey, c'est contrôle universel. Mais écoute, pour l'instant, on a eu une version mineure de correction qu'il faut installer dès que vous déballez, en tout cas, votre nouveau MacBook Pro. Parce qu'en usine, ils ont été produits en 12.0. Alors qu'Apple, si vous faites la mise à jour, va vous livrer directement une 12.01 si vous avez déjà un ordinateur. Donc en fait, la 12.01 corrige des bugs essentiels de démarrage et des failles de sécurité. Donc pour ceux qui déballent un nouveau MacBook Pro, la première chose à faire, c'est faire la mise à jour. De toute façon, je crois que vous n'avez presque pas le choix de le faire tout de suite. Ça vous fait perdre quand même pas mal de temps avant de découvrir votre machine. Mais c'est indispensable, faites-la. Jean-Christophe, je pouvais pas lancer mes applications, ça a été monstrueux. Oui. J'ai juste fait le transfert de Monterey de mon MacBook Air au MacBook 16 et toutes les applis crachaient, toutes. Et puis j'ai fait la mise à jour en 0.1 et ça a mis les choses d'équerre. Bon. Donc voilà, donc effectivement, faites-le, perdez pas votre temps comme moi. Et sur Monterey en lui-même, on en a déjà parlé, je crois, dans i5, c'est un aboutissement. C'est iOS pour Mac. Et donc en effet, que tu dises, Benjamin, qu'il manque la grosse nouveauté, c'est qu'il n'y en a qu'une. C'est qu'en fait, Monterey, c'est vraiment de l'impressionnisme dans la mise à jour. C'est des petites choses qu'on a découvert sur iOS qu'on retrouve sur Mac. Bon, voilà. La note rapide... voilà, c'est sympa, mais on va pas faire des tonnes sur une mise à jour parce qu'il y a une page de notes qui s'affiche. Un truc pour revenir 2 secondes sur le MacBook, la fameuse barre de menu qui a enflé pour cacher la notch. Eh ben, elle a pas enflé sur les écrans normaux. Donc là aussi, je comprends pas Apple, c'est-à-dire qu'on a Apple dit la notch elle est cachée, l'encoche elle est cachée par la barre de menu, mais quand vous regardez votre moniteur externe, elle est toujours étroite la barre de menu. Donc là aussi, ce petit manque de cohérence. Mais à part ça, voilà, c'est j'ai pas utilisé shortcut raccourci. Dont j'attends beaucoup, mais dont on me dit sur les forums d'automatisation que c'est pas encore sec. Donc on verra, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'Apple fasse des mises à jour machine par machine. Ça n'est plus le cas. Et à la limite, comme on utilise tous l'écosystème, après tout, que l'écosystème soit mis dans son ensemble à niveau, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Élie, puis François. Ok, deux petites choses quand même dans les nouveautés pour vous donner quand même un peu envie de faire cette mise à jour. Maintenant, la machine devient directement une station de réception AirPlay et ça c'est sympa parce qu'on peut envoyer un contenu depuis un iPhone ou un iPad sur le Mac, surtout avec les merveilleux écrans mini LED, mais surtout votre Mac et ça c'est sympa. On peut utiliser le Mac comme une enceinte AirPlay 2, évidemment avec les nouvelles enceintes qu'il y a dans les nouveaux MacBook Pro. Ça donne envie d'envoyer une chanson depuis votre iPhone, par exemple, ou votre iPad dessus, si vous n'avez pas de HomePod sous la main ou un système. Donc ça, c'est des petites choses. Alors,
Bon, c'est sympa. Et n'oubliez pas que maintenant, sous Monterey, vous avez aussi accès au texte en direct que nous avons sous iOS et qui est une des fonctionnalités que je préfère aujourd'hui dans iOS 15. Le fait de pouvoir avoir texte en direct, c'est juste génial, quoi. François ? Ouais, en fait, juste pour vous faire rire, j'avais zappé cette histoire de notes rapides et j'ai cru que mon Mac avait un bug, parce que chaque fois que j'allais en bas à droite, j'avais une petite fenêtre en ombre et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Et au final, au bout d'un moment, j'ai cliqué dessus et j'ai fait, ah, c'est notes rapides en fait. Donc voilà à quel point ces nouveautés sont quand même pas mémorables. Est-ce qu'on peut dire que Monterey est un petit peu à Big Sur ce que Mountain Lion était à Lion, par exemple ? Yes, oui, clairement. Sauf que là, en l'occurrence, moi, je trouve que Monterey est plus planté que Big Sur, mais je pense que c'est suite à ma mésaventure du milieu de semaine. Mais ouais, donc clairement, ça méritait pas une mise à jour majeure, quoi. C'est vraiment histoire de dire. Heureusement, elle est gratuite, quoi. Mais s'il avait fallu payer pour ça, ça m'aurait fait suer quand même. Mountain Lion était gratuit au moment où les systèmes d'exploitation étaient toujours payants. C'est vrai. Alors que maintenant, ils sont toujours gratuits. Alors cette semaine a été très très intense côté mise à jour, puisque non seulement on a vécu l'arrivée de la version officielle de Monterey, mais on a aussi eu droit à l'arrivée de la 15.1 pour iOS, iPadOS, tvOS, mise à jour aussi pour les HomePod et puis aussi pour l'Apple Watch. Donc on va peut-être commencer par iOS. Une mise à jour non négligeable, puisqu'enfin elle nous permet de profiter de SharePlay, qui était l'une des grosses nouveautés de la version 15. Oui, tout à fait. Et SharePlay, en fait, permet de faire des petites choses sympathiques. La première, c'est que quand vous appelez quelqu'un en FaceTime, on démarre toujours en FaceTime, vous avez maintenant une petite barre qui descend du haut de l'écran et qui vous permet de rajouter une fonction, la première étant partager votre écran. Donc si vous avez par exemple l'habitude de dépanner vos copains, parce que nous sommes des spécialistes du Mac et de l'iOS, et que donc on veut souvent dépanner nos copains, notre famille, etc., ben maintenant c'est assez facile de dire « Attends, partage ton écran que je comprenne ce que tu me dis ». Et donc on peut faire du dépannage à distance, et ça c'est vraiment pratique, mais on peut aussi partager et visionner effectivement un débat donc pour la campagne présidentielle, un match de foot, ce qui peut aussi provoquer des réactions intéressantes, ou partager le dernier épisode de Ted Lasso avec ses amis. Le seul bémol, c'est qu'il faut évidemment que les personnes en face possèdent la même application. Si vous lancez Disney+, il faut que la personne avec qui vous partagez le film ait aussi Disney+, parce que vous ne lui offrez pas votre abonnement, hein. Il faut que chacun soit abonné. À noter que MyCanal est déjà prêt, ils sont en bêta, donc c'est de la bêta publique, donc, et la fonctionnalité fonctionne dès le départ. Donc j'ai pu tester ça. Les autres vont venir, hein. Donc Apple TV Plus marche déjà, MyCanal en bêta, mais si vous faites partie du programme, vous pouvez tester. Netflix, pas encore. Amazon Prime, pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et c'est en un clic, on commence par l'appel FaceTime et ensuite, normalement, l'application automatiquement vous propose, voulez-vous partager ce que vous êtes en train de regarder avec la personne ou les personnes que vous venez d'appeler. Et petite cerise sous le gâteau, si vous avez un Apple TV qui est aussi en tvOS 15.1, il va vous dire automatiquement, mais je vois que vous avez un Apple TV, voulez-vous regarder le film sur le grand écran tout en discutant avec vos amis? Et ça, c'est magique. C'est là l'expérience Apple poussée jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la principale nouveauté de cette version 15.1 pour l'Apple TV. Oui. On peut dire que c'est quasiment ça. Quasiment ça. Après, dans les autres choses en iOS, mais uniquement pour les gens qui ont des iPhone 13 Pro, on a enfin le ProRes en vidéo capture qu'on n'avait pas pu tester. On a le switch qui permet de désactiver la fonction macro que les gens avaient demandé à la première seconde en disant mais si on ne veut pas une macro, comment on fait pour désactiver? Ben maintenant, il y a auto macro qu'on peut activer ou désactiver. Et puis n'oubliez pas aussi que grâce à iOS 15, vos HomePod et HomePod mini vont se mettre à jour en HomePod 15.1, dont on parle peu, mais qui est important parce que ça permet de maintenant enfin d'avoir le lossless et le Dolby Atmos. Donc pas mal.
Je passe évidemment sur le fait de pouvoir mettre le certificat de vaccination dans l'application Wallet ou carte en français, parce que ça marche aux États-Unis, mais ça ne reconnaît pas, pour le moment en tout cas, les certificats de vaccination européens. Dommage. Sur WatchOS 8.1, François, est-ce qu'il y a des nouveautés à relever? J'ai rien vu, mais je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir encore fait la mise à jour. J'ai fait la mise à jour 15.1 ce matin, donc je pense que la Watch va se mettre à jour la nuit prochaine. Mais à première vue, c'était essentiel. Des petites choses, parce que moi j'ai fait la mise à jour. Ils ont amélioré les algorithmes de détection de chute, ce qui est toujours pratique, et ça permet principalement d'utiliser du SharePlay quand on utilise Fitness Plus, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, donc je pense que François va nous faire un petit test. Alors, en quoi est-ce qu'on peut partager? Ah si, on peut partager une expérience de Fitness Plus, pilotée par son Apple Watch, pourquoi pas? Ce qui est quand même assez con, c'est que Fitness Plus, visiblement, en version française, ce sera uniquement sous-titré. Oui. Et ça arrive le mercredi prochain, le 3 novembre. Mais ce qui est complètement con, parce que quand on est occupé à faire une activité physique, si on doit en plus regarder la télé pour lire les sous-titres, ça va être naze, quoi. Mais c'est parce que toi, tu voulais faire du... Pardon. Toi, tu voulais Véronique doublage, et Davina, et tu l'as pas, hein. C'est ça, c'est que tu, non, tu mais au voulais... pire, il faisait du doublage en français, mais si c'est que des sous-titres, honnêtement, c'est naze. Hein. Enfin, parce que quand t'es occupé à faire du gainage, tu relèves la tête pour lire ce qu'il y a noté sur l'écran. Si tu parles pas anglais, c'est un peu ballot, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Tu nous feras une petite vidéo en juste au corps pour nous montrer ça. De gainage. En collant. C'est ça. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut donner le conseil de faire ces mises à jour? Oui, safe, il n'y a pas de souci. Safe. Et pour montrer? Oui, en faisant toujours un backup avant. Si vous êtes déjà en Big Sur, vous pouvez y aller. Ça ne va pas changer votre vie, mais c'est un petit plus. Donc, moi, je l'ai faite. Pas sur mon MacBook Pro pour l'instant, mais je l'ai faite sur une machine de bureau, donc, où j'étais en Big Sur, et ça s'est passé vraiment, vraiment nickel. Ouais. François, tu as des réserves sur la mise à jour? Moi, j'ai vraiment eu des gros ralentissements et des gros bugs sur l'iMac. Alors, c'était peut-être le temps de recalibration de différents éléments, mais j'étais plutôt inquiet, pour dire les choses. Mais à voir, je vais continuer à l'utiliser, et puis je vous ferai un retour plus en détail la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais j'aurais plutôt tendance à conseiller d'attendre un peu, mais c'est ma mauvaise expérience, je pense. Jean-Christophe, tu fais toutes les mises à jour dont montrer ou pas? Oui, pour des choses bêtes, les notifications ont changé, il y a la photo en plus grand, c'est plus joli, l'interface est toujours un peu plus polissé, et donc c'est sympa. Après, je maintiens, il y a aucune fonction qui soit suffisamment forte pour inciter à faire la mise à jour. Donc, si ça marche sans, voilà, quand je vois moi le problème que j'ai eu, alors ça a été réglé en faisant une mise à jour supplémentaire, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a moins d'appétit à installer la dernière version de l'OS la première semaine, parce qu'en fait, on n'y retrouve pas vraiment son compte. Regardez voilà, je crois pas du tout moi à SharePlay. Mais voilà, si vous voulez regarder un match de foot avec vos copains et que vous êtes tous abonnés à un canal, je ne vous retiendrai pas. Mais ouais, aujourd'hui, non, je dirais plutôt gardez votre Mac stable et vous verrez plus tard. Voilà pour cette grosse semaine de mise à jour montrée et les versions 15.1 des OS. Vous savez tout. On se retrouve dans un instant pour fêter un anniversaire, celui des 20 ans de l'iPod. À tout de suite. C'était il y a 20 ans le lancement de l'iPod. Vous vous souvenez tous de cette conférence avec Steve Jobs sortant de la poche de son jean ce lecteur avec 1000 chansons embarquées. C'était une révolution. Allez, pour le plaisir, on va revenir 20 ans en arrière, notamment avec toi, Gilles, parce que tu as écrit avec notre ami Marc Geoffroy l'un des bouquins de référence sur l'histoire de l'iPod, iPod Backstage. C'était chez Duno. Chez Duno, il est sorti le 1er septembre. Il était parti pour être le premier bouquin sur l'iPod, tout marché confondu. Et on a été battus sur le fil
par The Perfect Thing, qui a réussi à sortir le sien le 15 août. Ce qui fait qu'on avait 15 petits jours de retard, mais on était plus tourné vers le modèle économique. Enfin, tu vois, 20 ans après, on en parle encore. Écoute, moi j'ai envie que tu nous racontes l'histoire parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne la connaissent peut-être pas. Et puis même nous, on va prendre plaisir à te réécouter. Peut-être faire un petit tour juste avant que tu entres dans le cœur du sujet. Je commence par toi, Ellie. 20 ans après, est-ce que tu as encore des frissons quand tu penses au jour du lancement de l'iPod ? Des frissons, peut-être pas, mais c'était quand même un événement assez important puisque ça a changé un peu l'univers à Apple. Apple s'est transformé d'une société qui faisait que de l'informatique et ils ont commencé à parler de la musique et de là sont venus plein d'autres choses. Donc c'était super important. Moi, la musique, c'est pas l'élément essentiel dans ma vie. J'apprécie beaucoup et j'adore la musique, mais c'est pas un élément important. Donc les iPods ont marqué une révolution parce que c'était un nouveau métier pour Apple. Au départ, les gens étaient très sceptiques. Je me rappelle très bien que j'ai eu un mal fou à convaincre mes commerciaux qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là » Pour eux, c'était un gadget, c'était pas un ordinateur. Ils me dit « Mais est-ce que ça va se vendre ? Qui va nous acheter ça ?» Puis bon, après, ça a eu un succès incroyable avant effectivement que l'iPhone arrive et ils se sont doucement éteints puisqu'ils continuent d'évoluer, mais nous, ça fait des années qu'on n'en vend plus. Hein. Quelqu'un qui veut de la musique maintenant achète un iPhone, hein, clairement. Ben oui. Mais bon, on en parlera après plus en détail. Jean-Christophe, juste l'iPod pour toi, ça évoque quoi ? L'iPod pour moi, ça évoque cette phrase de Steve Jobs. Il y avait dans les grottes de Lascaux, on a trouvé des dessins de musique. Music is in our DNA. Et en fait, cette phrase était très prophétique, puisque justement, comme Gilles et Ellie l'ont dit, la musique est dans l'ADN d'Apple. Et ça, même si les modèles ont valsé, la musique est toujours là et à mon avis sera là encore très longtemps. On le voit même dans la sortie des nouveaux AirPods qui restent blancs parce que des écouteurs blancs aux oreilles, ce sont des AirPods qui reprennent les écouteurs blancs des iPods à l'origine. Où là encore, Jobs disait, après avoir croisé dans les rues de New York des gens avec des écouteurs blancs, ça y est, on a réussi. On est vraiment un phénomène culturel. Et donc c'est effectivement cette idée-là de changement d'ADN pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que, évidemment, cette santé financière insolente. Pour le pire parce que c'est là qu'Apple a commencé à se diversifier et, ça c'est ma thèse à longueur d'émission, perdre son cap. Et donc voilà, je pense qu'on pouvait pas avoir l'un sans l'autre, mais voilà, c'était aussi à un moment où ça a été un tournant pour Apple à beaucoup de titres. François, quel souvenir tu as toi du lancement de l'iPod ? Eh ben, je vais vous décevoir aucun, parce qu'en fait, à l'époque, je ne suivais pas l'actualité Apple. Et mon premier iPod, je l'ai acheté en... Comment ? C'est très respectable. Ouais, voilà, je suis très honnête. Le premier iPod que j'ai eu, c'était un iPod vidéo en 2005. J'ai dû me le payer avec un de mes premiers salaires de prof. Voilà. Mais jusqu'en 2005, en fait, j'étais passé complètement à côté de la hype. Gilles, l'iPod, c'est devenu, dans l'esprit de Steve Jobs, une sorte d'obsession prioritaire. À un moment, il fallait que ça aille très très vite, que ça arrive très très vite. Oui, parce qu'ils avaient un timing très contraint, sachant qu'ils avaient déjà loupé le tournant de la musique numérique. Ils étaient en retard. Ils avaient misé sur la vidéo professionnelle et ensuite sur la vidéo amateur en tablant sur la diffusion des dispositifs de capture avec Sony et s'appuyer sur le Firewire. Et puis déboule Napster et le MP3 et ils sont démunis. Du coup, ils sont obligés de racheter sur étagère une petite société qui a été fondée par 2 anciens développeurs d'Apple et ils rachètent SoundJam qui sait non seulement encoder qui sait non seulement lire comme c'était le cas même depuis OS 9, mais
qui sait encoder les fichiers numériques pour les importer. Et à l'été 2000, le logiciel devient iTunes, qui est présenté en grande pompe dès janvier 2001. Par contre, ils se rendent compte que les baladeurs du moment, comme le Rio, avec lequel il est compatible, ne sont pas à la hauteur. Le Rio. Et du coup, ils disent, il faut qu'on le fasse, comme d'habitude chez Apple. Là, on est quand? Parce que l'iPod est lancé en octobre 2001. La décision, elle est prise quand par Jobs? En janvier 2001. Ils n'ont pas le dispositif qui coule le truc dont ils rêvent pour pouvoir lire la musique. Donc, le marché ne sait pas faire. Il n'y a pas de leader sur le marché. Du coup, on va le faire nous-mêmes. Alors, ça se passe avec qui sont les personnes clés dans le projet iPod, Gilles? Il y a au premier chef Tony Fadell. L'histoire, elle commence comme ça. En février, Fadell est en train de faire du ski à Vail, dans le Colorado, quand son téléphone sonne. La station n'est pas très connue du public, mais elle a une excellente réputation auprès des spécialistes, puisqu'elle vient d'organiser en 1999 une épreuve de Coupe du Monde. Et c'est un peu à l'image de Tony Fadell. À 32 ans, non seulement son nom est inconnu du grand public, mais il est quand même l'un des jeunes ingénieurs les plus en vue de la Silicon Valley. En 1999, c'est l'année de ses 30 ans, le magazine Fast Company écrit que pour ses 35 ans, en 2004, Fadell aura une telle expérience du management et de l'organisation qu'il sera l'un des moguls de la Silicon Valley. Tu nous dis son téléphone sonne, on veut savoir. Alors, il se passe quoi? Il se passe qu'au bout du fil, j'y étais là. À l'autre bout du fil, il y a John Rubinstein, le vice-président de l'ingénierie hardware chez Apple, qui lui dit « Tony, il faudrait qu'on se voit, on a peut-être quelque chose pour toi. » Et Fadell sait tout à fait de quoi il est question. Avant de partir, il a envoyé un projet à Apple, mais également à IBM, Philips et TEAC. Si Apple, on l'a dit, si Apple a réagi aussi vite, c'est que le comité de dirigeants de Cupertino s'est rendu compte qu'ils étaient à la ramasse sur la musique en ligne et qu'ils étaient en train de louper le coche. Alors, il y a un élément indispensable dans le projet iPod, c'est le fameux disque dur Toshiba, qui va être le support de stockage, en tout cas du premier modèle, le 5 Go. Et c'est John Rubinstein qui entend parler de ce nouveau support de stockage, et il se dit ça doit être l'un des éléments, l'un des composants maîtres de ce projet. Oui, il fait la tournée des équipementiers, des fabricants d'électronique en Extrême-Orient, et il voit chez Toshiba ce petit disque dur de 1,8 pouces. Les disques durs font 3,5 pouces pour les ordinateurs portables. Donc c'est vraiment minuscule. Il fait 5 gigas, mais il est extrêmement cher et Toshiba ne sait pas à qui le vendre. Rubinstein revient avec cette idée-là. Fadell a commencé à travailler sur le projet. Il a carte blanche pratiquement et Apple a quelques exigences. Le périphérique doit bénéficier d'une connexion rapide à l'ordinateur, d'une synchronisation transparente avec iTunes et d'une interface facile à utiliser. Il y a un autre truc, c'est qu'il a l'obligation d'être sublime. Ah oui. Eh oui. Il se rapproche de Portal Player, qui a l'habitude de travailler en marque blanche sur des projets pour des constructeurs électroniques ou informatiques, et il va mettre dedans la puce ARM 7 TDMI, qui est également celle de la Game Boy Advanced et de la Nintendo DS. Mais il va en mettre 2. Donc le projet s'accélère à quel moment? Parce que il s'accélère à partir d'avril. Pourquoi est-ce que Jobs est pressé? Pourquoi est-ce qu'il veut lancer en octobre? Il faut qu'on soit prêt pour Noël. Parce que même Fadell le sait. Si un projet comme ça, périphérique, n'est pas prêt en temps et en heure, on coupe dans les financements et on passe à autre chose. Mais ce qui est important là, c'est qu'ils vont s'appuyer sur 2 technologies développées en interne. Le FireWire 400, qui a été développé pour le transfert de la vidéo, et i5, qui a été développé par Jean-Marie Hulot pour transférer les contacts
et les données d'un téléphone au Mac. C'est même un des principaux avantages du Mac au moment où ils sont au fond du trou. Finalement, le lancement va effectivement avoir lieu au mois d'octobre. Est-ce que l'iPod est prêt à ce moment-là ou est-ce qu'il a été finalisé dans la nuit qui précédait? Il est présenté le 23 octobre et il est disponible en novembre. Au départ, c'est un petit peu dans le scepticisme général et rapidement, de plus en plus, il commence à se vendre et à se vendre bien, compte tenu de l'obligation de faire des transferts avec le fameux port FireWire 400 où Apple ne l'a intégré sur ses nouveaux modèles que depuis 2 ans, depuis 1999. Je me souviens de mon premier iPod. Je crois que j'avais acheté le premier. Je me souviens, j'étais à Londres le jour où il sortait. J'avais eu un mal fou à le trouver. Mais ça avait été la première expérience, le premier branchement de l'iPod et la synchro de, je sais pas, 300 morceaux en 30 secondes, c'était fabuleux. Est-ce que tu te souviens de ça, Jean-Christophe ? Je me souviens d'autant plus de ça qu'en fait j'ai eu un MP3 très tôt. Et il est de bon ton d'expliquer que avant l'iPod, les MP3 c'était des camions citernes. Il faut pas exagérer. Moi, mon MP3, d'accord, il avait très peu de RAM. On faisait tenir peut-être 2 albums dessus, je crois, mais il était grand comme un grand briquet, comme un grand Zippo. C'était tout à fait honorable. Je l'avais acheté. Je vivais au Canada à l'époque. Je l'avais acheté au Canada et j'avais pris goût. Évidemment au MP3, évidemment à la musique dématérialisée, ainsi de suite. Donc l'iPod, pour moi, on était en terrain connu, mais avec tout en mieux. C'est passé d'une Clio à, j'ai pas de voiture, mais d'une Clio à une BMW. Ça fait exactement la même chose, mais c'est plus rapide, on met plus de chansons, l'autonomie est meilleure, ainsi de suite. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on a parlé du changement de cap d'Apple. Il faut savoir que je ne sais plus, et ça Gilles pourrait nous le dire, je ne sais plus si la trajectoire était aussi claire que ça au départ. Je ne le pense pas. Dans mon souvenir, la version Windows, elle est sortie relativement tard. Donc Apple, en fait, dans mon souvenir, s'est fait un peu surprendre par le succès de l'iPod. C'était un truc qui était lancé, tout le monde voulait qu'Apple lance un téléphone. C'était pas le moment, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Apple a choisi, a fait cet arbitrage entre un baladeur et un téléphone. Le choix s'est posé et a été fait. Mais c'était encore un truc un peu roots. On n'était pas dans... comme le disait Gilles, SoundJam est devenu iTunes. Bon, iSync existait avec des téléphones, donc on s'est dit pourquoi ne pas avoir un bout d'agenda sur son iPod, mais c'était en noir et blanc, ça se gérait avec la molette. C'était quand même un peu du bricolage. Et on avait l'impression qu'Apple nous emmenait quelque part. On savait pas trop où. Il y avait pas ce côté... au départ en tout cas, jardin fermé, tout doit être fait par et pour Apple. Apple savait très bien qu'on mettait des MP3 piratés sur l'iPod et ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Voilà, donc c'est ce côté un peu roots. Je m'en souviens avec une pointe de nostalgie. Et notamment, on va sans doute parler du fameux, et Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, du fameux effet halo. Les iPods, c'était sur Mac, le FireWire, il y avait des cartes externes qui existaient et qui ont pu être fournies après, mais c'était d'abord un truc Mac, et c'était une différenciation. À l'époque où, je suis désolé, être un étendard du Mac, c'était pas si simple. Et donc voilà, moi c'est un peu cet Apple-là dont j'ai envie de me souvenir, justement parce qu'on était sur un chemin encore un peu escarpé, et c'était chouette. Il y a le fait que tu avais un baladeur mémoire flash, d'où le transfert rapide et la capacité limitée. Quand on avait un baladeur MP3 avec un gros disque dur, pour transférer les 5 gigas de capacité, il y en avait pour 1h30 au bas mot, quand l'iPod demandait une petite dizaine de minutes. Ouais, c'était vraiment révolutionnaire.
L'iPod a connu un succès mondial, ça a duré plusieurs années, mais est-ce qu'on peut pas dire que l'iPhone est venu lui couper l'herbe sous le pied quand même? Il a été intégré, mais ce qui est important, on parlait de l'importance de la musique. Tony Fadell, dès le départ, a dit au comité dirigeant d'Apple, avant même que le projet soit lancé, dans 10 ans, Apple sera une société autour de la musique. Et en 2006 ou 2007, je crois que c'était Fred Anderson ou son successeur, peut-être Fred Anderson était déjà parti, a averti que d'ici 5 à 10 ans, Apple ferait environ 20 à 30% de son chiffre d'affaires sur ce qui n'était ni du hardware, ni du software. Et on se demandait bien pourquoi. Parce que on savait que l'Apple Store, dont il faut absolument parler, parce que c'est le pied d'appel supplémentaire pour le succès de l'iPod, Apple ne gagnait pas sa vie. C'était 1 cent ou 1 centime d'euro par morceau qui coûtait 99 centimes d'euros ou 99 cents. Le modèle économique qui a été copié par tout le monde maintenant, du device, du logiciel et du service, a été inventé avec le iTunes Store, iTunes et l'iPod. Jean-Christophe? Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est là qu'Apple a pris goût à l'hégémonie. Il faut être clair, les majors américains étaient exsangues. La MPAA, Music Protection Association of America, n'avait qu'une hâte, c'était de endiguer l'hémorragie de Napster et des MP3 disponibles et des ventes de CD qui s'écroulaient. Jobs est arrivé en disant je vous offre de contrôler toute la chaîne. Vous avez l'outil pour écouter, j'ai l'application pour transférer et j'ai l'ordinateur pour acquérir le morceau ou enfin l'album ou le morceau comme le dit Gilles à 99 cents. Et je simplifie, mais c'est quand même un peu comme ça que ça s'est passé. Les majors, faute d'alternative, ont dit oui. Donc Apple ne gagnait pas sa vie, oui, mais les majors non plus. Cet écosystème a été bâti en expliquant c'est plus simple, c'est intégré, et allez, c'est pas trop cher, peut-être que vous allez moins pirater. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait le succès des boutiques d'Apple et de l'iPod. Mais encore une fois, Apple, et c'est, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le ver dans le fruit. Apple a réussi à imposer ses conditions pour la première fois à plus gros qu'elle, et après elle s'arrêtera plus. C'est le cas pour les opérateurs télécoms, c'est le cas pour les chaînes de télé, c'est voilà. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que le système de DRM, de gestion des droits numériques, a été imposé à Apple par les majors du disque qui voulaient absolument pas perdre le contrôle de leurs fichiers, et également les limitations du nombre d'iPod et d'appareils sur lesquels on pouvait lire les morceaux achetés. Ils sont attachés eux-mêmes les mains à tel point que Apple a été obligé d'imposer aux majors du disque l'abandon des DRM en 2007, et les premiers qui ont accepté de tester ça avec l'album de Norah Jones à l'époque, ils ont 2 mois plus tard l'abandon de ces DRM et le test concluant de l'augmentation des ventes. Dès qu'on supprimait les limitations, ils ont été virés par le conseil d'administration. Le PDG et le CFO, le grand argentier, ont été dégagés. Gilles, qu'est-ce qui reste de l'iPod 20 ans plus tard? L'effet de halo, si je puis faire un mauvais jeu de mots, puisque, on le disait tout à l'heure,
l'iPod, les fonctions de l'iPod ont été en quelque sorte phagocytées par l'iPhone. Et c'est bien comme ça que Steve Jobs, en 2007, a présenté l'iPhone. Un navigateur, un téléphone, et puis un iPod. Cet effet de halo, on parle d'effet de halo en psychologie quand on a un a priori favorable et qui rejaillit sur l'ensemble des caractéristiques d'une personne ou d'un objet. Il a beaucoup fait effectivement pour le retour en grâce d'Apple. C'est un cercle vertueux. On a l'effet favorable de l'iPhone qui draine les utilisateurs de PC vers les Apple Store en dur, qui sont au départ la moitié des visiteurs sont des utilisateurs de PC, et très vite, au bout d'un an ou deux, la moitié des acheteurs de Mac sont des utilisateurs de PC. Ils ont été attirés vers le Mac par l'iPod, et le cercle vertueux va en prendre une fois un tour supplémentaire avec le lancement de l'iPhone, etc., l'iPad. Et Mark Gurman expliquait très bien que cet écosystème, JC va dire fermé, cet écosystème d'Apple, il est cohérent et il va en quelque sorte enfermer ou servir de prison dorée ou de zone de confort pour l'utilisateur Apple. Mais c'est la première pierre et la première vache à lait d'Apple qui va commencer à gagner de l'argent grâce à l'iPod. Il faut dire aussi que c'est un pari énorme. Apple va acheter la totalité de la fabrication des disques durs Toshiba, mais également au moment du passage, alors que l'iPod commence à bien se vendre grâce à l'iPod mini, ils vont passer à la mémoire flash pour l'iPod Nano. Ils commencent par acheter la production de Samsung à hauteur de 4 milliards de dollars sur un plan de plusieurs années. Et quand ils voient que ça marche, en janvier, ils étendent le deal avec les 5 plus gros fabricants de mémoire flash pour rien que le premier trimestre 2006, ils mettent 1 milliard 250 millions de dollars sur la table. Les bénéfices d'Apple pour la totalité de l'année 2005, c'était 1 milliard 300 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils étaient une table de poker et ils ont mis tous les jetons. Ils ont fait tapis et ça a marché. Gilles, pendant que tu parlais, je vérifiais sur apple.com si l'iPod était toujours là. En fait, il n'est pas accessible via le menu principal. Il y a aucune mention d'iPod. Il faut taper dans le moteur de recherche, il faut taper iPod et on tombe effectivement sur l'iPod Touch 10e génération. Il est toujours vendu en version 32, 128 ou 256 Go entre 249 et 469 €. Donc il y a toujours un iPod Touch chez Apple au catalogue, entre guillemets. J'ai une anecdote personnelle. Mon premier gros papier sur Mac+, c'était en novembre ou décembre 2002 de mémoire. C'était le compte-rendu d'une étude d'opinion sur le ressenti et l'opinion que, tranche d'âge par tranche d'âge, les gens avaient d'Apple. On avait une courbe à 45 degrés, qui commençait à environ 10% pour les jeunes de 15 à 25 ans et qui montait de façon linéaire jusqu'à 80% de bonnes opinions chez les personnes interrogées de 70 à 80 ans. Ça dit pas mal de là où partait Apple en termes de popularité, avant la généralisation de l'usage de l'iPod et surtout de l'iTunes Music Store. Ouais. Qui voulait juste réagir au fait que l'iPod soit toujours là, mais en fait caché au fin fond du store, quoi.
Eh ben, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais un de mes neveux avait un téléphone Android qu'il aimait beaucoup et ne voulait pas être complètement dans l'univers Apple, trouver les iPhones trop chers, et a demandé pour son anniversaire un iPod Touch il y a quelques années. Et il était ravi de son iPod Touch. Je pense que ça adresse toujours un segment de marché. Pour l'anecdote, tu parlais Gilles de faire tapis et d'acheter tous les composants. Un jour, je crois que c'est lors d'une conférence des actionnaires, quelqu'un a réclamé à Tim Cook un iPod à disque dur parce que aujourd'hui ça peut être utile de garder ses chansons avec soi. Et il avait dit ok, si vous me trouvez un moyen de reconstituer les disques durs. Parce qu'aujourd'hui, il est plus possible de fabriquer les fameux disques durs 1.8. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir est-ce que c'est le marché qui évolue, est-ce que c'est la production qui évolue, est-ce que c'est Apple qui a plus envie de pousser les iPods parce qu'aujourd'hui la gamme est tellement riche sur les iPhones que on peut trouver un iPhone même si on téléphone que peu, ou est-ce que c'est voilà. Merci en tout cas Gilles énormément pour ce petit retour en arrière. C'était il y a 20 ans et quelques jours le lancement de l'iPod par Steve Jobs. C'est la fin de cet épisode 61. On va vous dire au revoir dans 3 secondes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Si vous aimez iWeek, la semaine Apple, le podcast, 2 moyens de nous le montrer. D'abord, devenir contributeur sur Patreon à l'adresse patreon.com/iWeek. À partir d'1,50€ par épisode, c'est hyper important pour nous. Et puis, déposer un avis et une note 5 étoiles forcément sur Apple Podcast. Vous deviendrez ainsi l'un de nos meilleurs ambassadeurs. Pour suivre l'actu Apple au quotidien, essayez i5, notre podcast d'infos, du lundi au vendredi à la mi-journée. Plus de 20 épisodes pour 3,99€ seulement par mois. Vous avez 3 jours d'essai gratuit et c'est sans aucun engagement. Vous arrêtez votre abonnement à n'importe quel moment et sans préavis. Twitter, @iWeekNews et @i5fr avec le hashtag iWeekLSA comme la semaine Apple pour nous adresser vos messages, vos questions. Salut la team, salut François. Salut Benjamin, salut à tous, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir François. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir la team, bonsoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir Ellie. Et salut Gilles. Salut les amis, à bientôt. Et grand merci pour ce retour dans le passé avec l'iPod aujourd'hui. Et salut Jean-Christophe. Salut à tous, c'était super de se retrouver. À très vite. À très vite, rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons le jeudi 4 novembre 2021 pour l'épisode 62. Très bonne fin de semaine, passez un super week-end et à très vite. Bye bye. Bye bye. Salut.